Je travaille sur l'alimentation, je travaille sur les inégalités d'accès à l'alimentation. Je suis géographe. Je vais vous parler de deux gros volets, comprendre les inégalités d'accès à l'alimentation, inégalités alimentaires même au sens large, et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ou non dans une collectivité. Les impacts de nos systèmes alimentaires sur l'environnement sont considérables. Les injustices alimentaires sont cruciales. On l'a vu pendant la crise du Covid, on l'a vu depuis avec les phénomènes d'inflation. En termes de santé, aujourd'hui, on est sur 17% de la population française qui est en situation d'obésité, avec des inégalités extrêmement fortes entre les classes sociales et inégalités qu'on retrouve aussi spatialement, entre quartiers, entre villes, entre régions, etc. Vu qu'il y avait pas mal de gens qui commençaient à montrer que, au-delà des facteurs sociaux, économiques, il y avait aussi des facteurs environnementaux, structurels, qui jouaient beaucoup sur l'accès à l'alimentation et les comportements alimentaires des gens. On se dit, si ça joue en Amérique du Nord, si ça joue dans les pays du Nord européen, il n'y a pas de raison qu'on soit épargné non plus, il ne faut pas rêver. Donc on s'est dit, on va peut-être commencer à travailler dessus aussi en France. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc, c'est ce qu'on a fait parce que derrière, nous, ce qui nous intéresse, en tout cas moi, c'est ce qui m'intéresse à titre personnel, aussi en tant que chercheur, c'est de créer de la connaissance, parce que c'est mon métier, mais aussi d'avoir un métier qui puisse accompagner des collectivités. Donc, du coup, l'idée derrière, c'est, ok, qu'est-ce que je crée comme connaissance et qu'est-ce qu'on peut en faire derrière pour réduire ces inégalités? Je vais vous parler déjà d'environnement et de paysage alimentaire. Quand je vais parler d'environnement alimentaire, globalement, je vais parler de tout ce qui est les restaurants, les commerces, les jardins, les lieux de distribution de l'aide alimentaire, les lieux d'approvisionnement, les food trucks qui peuvent être mobiles, les marchés, etc. Donc ça, c'est, quand je vais vous parler d'environnement alimentaire, finalement, c'est tout cet aspect physique qu'on peut observer sur un territoire, objectivable, je dirais. Je considère dedans les prix des produits, la diversité des produits offerts, etc., etc. Et quand je parle de paysage alimentaire, ce que je veux dire par là, c'est que je m'intéresse au point de vue de personnes. C'est effectivement, il y a un espace, l'environnement alimentaire, mais finalement, on porte un point de vue dessus. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est aussi que cet espace, il est vécu par des habitants, donc ils perçoivent différemment les uns ou les autres, ils le pratiquent différemment en fonction de leur vie quotidienne, des contraintes qu'ils peuvent avoir, mais il est aussi régulé par l'action publique notamment, par le jeu du marché, mais aussi l'action publique, et c'est un peu ce qui nous intéresse, je pense, beaucoup nous aujourd'hui. Vous allez le voir, je vais vous parler pas mal de Montpellier. Pourquoi Montpellier? Parce que j'ai beaucoup travaillé sur Montpellier, c'est là où j'habite, c'est là où il y a mon centre de recherche, enfin, le centre étant basé partout en France. L'équipe à laquelle je suis rattaché étant à Montpellier, je vais vous parler pas mal de Montpellier. Mais les questions qu'on se pose ne sont pas valables que là-bas. La métropole de Montpellier, c'est 31 communes. C'est un territoire fortement marqué par des inégalités sociales. Il faut imaginer qu'à Montpellier, la ville même de Montpellier, c'est 28% de la population sous le seuil de pauvreté. Pour la ville de Montpellier. À Lyon, on est à 16%. Pour vous donner un ordre d'idée. Et après, on est même au sein de la ville avec des inégalités criantes entre les quartiers et même par rapport à certains QPV. Le QPV que vous pouvez voir en Montpellier, donc c'est la carte de droite, tout au nord-ouest, c'est tout le secteur de la Mosson, donc peut-être que certains en ont déjà entendu parler. On est à plus de 50 ou 60% de taux de pauvreté selon les secteurs de... Donc, alors qu'en plein centre-ville, on n'a pas du tout les mêmes questionnements. On a beaucoup de populations étudiantes qui soulèvent d'autres questions. Donc on est sur un territoire avec de fortes inégalités, et au-delà de ça, pourtant, on a quand même une politique, une action métropolitaine fortement engagée sur les questions alimentaires depuis 2014. Moi, c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé, c'était pas en tant que chercheur, c'était en tant qu'accompagnateur des élus de la métropole pour commencer à bâtir une politique alimentaire. Et donc les premières questions qui se sont posées n'étaient pas sur les questions de précarité alimentaire. On n'en parlait pas il y a 10 ans. Pour autant, il y avait déjà des problèmes, mais ce n'était pas un sujet. On n'avait pas de données fiables à ce moment-là, donc on s'est dit, comment on fait? Donc on a pris des bases de données existantes, on les a croisées, on a fait du terrain partout, et on a tout relevé. Et ça nous a permis de cartographier, de caractériser, après, déjà, l'existant.
Parce que c'était la première démarche. Et donc d'identifier déjà des quartiers où effectivement on a des quartiers très urbains, où il y a une offre alimentaire qui va être abondante, qui va être très diversifiée et qui peut correspondre à une très grande diversité de publics. Et d'autres quartiers, plutôt notamment les quartiers péricentraux de la ville de Montpellier, où du coup on a une offre qui peut être très limitée ou noyée sous une offre de fast-food. Le peu de restaurants qu'il y a, c'est uniquement du fast-food, et le peu de commerce, quand il y en a, étant finalement une épicerie de dépannage. C'est effectivement des choses qu'on retrouve dans des quartiers à Montpellier, mais qu'on retrouve dans beaucoup de villes en France, pas que des villes d'ailleurs. Et après on s'est dit, c'est bien de travailler l'offre commerciale, pour regarder aussi qui sont les habitants de ces quartiers-là. Donc ce qu'on a regardé, c'était, là par exemple, là je vous ai mis un exemple, c'est les ménages qui vivent à distance de commerces vendant des fruits et légumes. Quand vous êtes sur du blanc, soit il n'y a personne qui y habite, soit il y a des habitants mais qui habitent à moins de 500 mètres d'un commerce vendant des fruits et légumes. Donc là on est sur l'échelle de la métropole. Et plus c'est foncé, plus il y a d'habitants qui habitent cette zone-là. Donc à Montpellier, on est sur la métropole, un quart des ménages qui habitent à plus de 500 mètres. Alors, on est d'accord qu'entre des communes périurbaines de Montpellier qui sont beaucoup des villages à Montpellier, ne se posent pas du tout les mêmes questions que dans la ville. Donc on a regardé aussi dans la ville. Alors en rouge, c'est les QPV. Je me suis intéressé qu'aux ménages sous le seuil de pauvreté. Finalement, les quartiers prioritaires à Montpellier, ce n'est pas des quartiers qu'on pourrait considérer comme des déserts alimentaires. Finalement, des quartiers où il n'y aurait aucune offre alimentaire vendant des fruits et légumes. Donc on s'est dit sur le coup, chouette, c'est déjà un bon début. C'est moins pire que ce qu'on attendait comme résultat. C'est même plutôt contre-intuitif. Et les secteurs où il y a des populations pauvres qui habitent et dans lesquels il n'y a pas d'offre alimentaire, ce ne sont pas les mêmes. Ils sont en dehors de ces secteurs-là. Donc ces secteurs-là, ce qu'on s'est dit, c'est que ça veut dire qu'il faut peut-être y réfléchir aussi. Alors, je sais que là, on est dans une discussion entre acteurs de la politique de la ville, mais du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est, du coup, ça veut dire que quand on veut traiter les questions d'accès à l'alimentation, le périmètre QPV n'est pas toujours l'unique entrée. C'est une entrée intéressante, mais pas forcément la seule. Et ça, pour nous, c'était une base de discussion aussi intéressante avec la collectivité, pour dire peut-être que là, va y avoir un dialogue interservice intéressant à construire. Dans la même logique, on a regardé au-delà, pas que les QPV et pas que les populations sous le seuil de pauvreté, on a regardé différents groupes de populations vulnérables à la précarité alimentaire. Ça nous a permis d'identifier d'autres secteurs qui étaient habités par d'autres groupes de populations, notamment un secteur au nord fortement peuplé par des étudiants, dans lequel il n'y a aucune offre alimentaire, clairement, en dehors d'un rue et qui n'est pas ouvert tout le temps. C'est un premier travail, on a cartographié l'offre, on a regardé statistiquement les habitants. Après, ça paraît insuffisant, parce que les gens, on sait qu'ils sont mobiles. Ils ne restent pas cantonnés dans leur quartier, tous. Donc on s'est dit, on va regarder. Donc on a conduit des enquêtes sur Montpellier. Faut imaginer que là, pendant à peu près, c'est même pas à peu près, en fait, c'est pendant un mois, on a 400 ménages qui ont rempli un carnet d'approvisionnement. Donc un carnet d'approvisionnement, c'est pendant un mois, ils détaillent tous leurs achats, d'où ils venaient, où ils allaient après, ce qu'ils ont acheté, on a tous les tickets de caisse, on a les modes de transport qu'ils ont utilisés, etc. On sait où ils habitent, on connaît toutes leurs caractéristiques sociodémographiques, etc. Et on sait où ils travaillent, où ils déposent les enfants à l'école, etc. Donc on a leur mobilité quotidienne, et on a aussi leur pratique réelle d'approvisionnement alimentaire. Et on s'est dit, déjà, dans leur vie quotidienne, à quoi ils sont exposés comme offre? Ce qu'on a observé, c'est que finalement, tout à l'heure, je vous disais, les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ils paraissaient, sur le papier, plutôt pas mal lotis, d'une certaine manière. Et quand on regarde leur mobilité, là, on se rend compte qu'effectivement, ils sont exposés à une offre alimentaire qui, d'un point de vue santé, est beaucoup plus défavorable que les habitants d'autres quartiers. Donc on a effectivement des parts de commerces vendant des fruits et légumes bien plus faibles, une exposition à des parts de fast-food beaucoup plus élevées, une offre alimentaire beaucoup plus faiblement diversifiée et de toute façon une offre moins pourvue de manière générale. Et donc là, ça nous a posé les questions aussi, ça nous a soulevé des questions aussi en termes de mobilité derrière. On s'est dit, on se dit, c'est intéressant de travailler sur les QPV, mais pour autant, c'est travailler l'implantation de l'offre commerciale alimentaire, on ne peut pas la penser sans penser la question de la mobilité.
Tout ça, ça nous soulève déjà pas mal de questions en termes d'inégalité, de répartition de l'offre sur le territoire, de l'accès à l'offre, mais aussi aux offres, parce qu'effectivement, on a des offres qui sont différenciées selon les quartiers, mais aussi selon les besoins des habitants. Et ça pose des questions en termes d'articulation entre politiques publiques. Je vous parlais déjà, effectivement, mobilité et politique commerciale de la collectivité. Ça, c'est un élément. Et donc, même si effectivement on a en tête que l'environnement alimentaire, il affecte les comportements des habitants, on a quand même des études derrière qui ne sont pas tout à fait cohérentes, et donc il faut aller plus loin. Et donc, on a besoin de regarder comment les gens évoluent réellement, les habitants, dans ces espaces, finalement, et d'intégrer ce à quoi ils sont exposés, mais aussi leur expérience, leur perception. Et donc passer sur une approche plus paysage alimentaire, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc c'est ce qu'on a fait. Alors ça, c'est un exemple, Porte de la Chapelle. Donc Porte de la Chapelle, c'est un quartier au nord de Paris. C'est des résultats de Roxane Caparros qui travaille sur ce quartier-là. C'est un quartier dans lequel on suit l'évolution d'une diversité de comportements et d'expositions liés à la santé, en lien avec les transformations urbaines liées au JO. Donc il y a eu tout un travail pré-JO, et là, l'année prochaine, va commencer tout un travail post-JO, pour voir les effets de toutes ces transformations urbaines sur l'exposition au bruit, la qualité de l'air et l'accès à l'alimentation et les pratiques alimentaires des habitants. Donc là, c'est un travail qui a été réalisé avant les JO, et du coup, l'idée, c'était là, ce que je mets en relation, c'est finalement des discours que peuvent avoir certains habitants sur leur quartier, et l'offre telle qu'on peut la voir de manière objective. On a une offre qui existe dans le quartier. Et donc, statistiquement, si on fait des cartes comme je l'ai montré juste avant, on arrive sur des secteurs qui est une bonne partie en QPV, qui n'a pas de problème théorique d'accès à l'alimentation, même si on considère spécifiquement les fruits et légumes. Pour autant, quand on échange avec les habitants qui habitent ces quartiers-là, ils me disent que pour eux, il n'y a pas d'offre, soit parce qu'ils ne la voient pas, soit parce qu'elle n'est pas accessible financièrement, soit parce qu'elle ne correspond pas à leurs habitudes culturelles, etc., etc. Donc plein de raisons qui fait que cette approche statistique, cartographique est intéressante dans un premier lieu, mais elle apparaît clairement insuffisante. Et donc ça, c'est un travail qu'on a commencé ici et qu'on a surtout beaucoup fait à Montpellier pour essayer d'identifier ce que j'ai appelé des logiques d'approvisionnement alimentaire. Donc ce que j'appelle des logiques d'approvisionnement alimentaire, c'est finalement le sens que les individus donnent à leurs pratiques et aux choix qu'ils effectuent pour s'approvisionner en alimentation. Ces 8 logiques, c'est effectivement issu de matériaux qualitatifs, donc c'est plein d'entretiens qu'on fait, régulièrement qu'on fait une campagne d'entretien, et au bout d'un certain temps, en fait, on atteint une récurrence des éléments. Et donc, ça veut dire qu'on a atteint un degré de saturation suffisant qui fait qu'on a la diversité des logiques. Ces logiques, c'est des stéréotypes. On est bien d'accord que la majorité des gens combinent différentes logiques à des degrés différents. Mais du coup, je ne peux pas vous dire effectivement que la logique d'évitement, par exemple, donc moi, une logique que j'ai beaucoup rencontrée, donc dans cette logique d'évitement, c'est notamment lié à des questions d'insécurité. Ou dans certains quartiers où on a une rue, il y a plein de commerces, mais finalement, en discutant avec des personnes, elles vont me dire, mais en l'occurrence, moi, c'était souvent des femmes de la cinquantaine qui vivaient seules, qui me disaient à chaque fois, moi, il y a plein de commerces autour de chez moi, mais je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que je ne me sens pas à l'aise, parce qu'on me regarde bizarrement, je ne suis pas bien, donc je n'y vais pas. Et donc, finalement, même si l'offre alimentaire sur le papier pour la collectivité et pour nous, quand on les cartographie, elle paraît parfaitement pourvue. Dans les faits, pour les habitants, et pour certaines parties des habitants en tout cas, ce n'est pas le cas. On a pu identifier différentes logiques derrière, et donc là c'est l'exemple, je pourrais vous en présenter plein, c'est celle des pratiques de Christine, dont les courses sont principalement guidées par une logique efficace. Et donc finalement, en regroupant la quasi-totalité de ces courses dans une boucle de déplacement hebdomadaire, elle minimise le temps qu'elle consacre à cette activité. Et donc pour elle, le temps est un élément crucial de ces pratiques. Je ne suis pas en mesure de vous dire effectivement quel est le poids que représente chacune de ces logiques.
Concrètement, j'ai essayé. J'ai essayé de croiser toutes ces données-là, qualitatives, avec les données quantitatives dont je vous parlais tout à l'heure, avec les tickets de caisse, etc. Le problème, c'est que méthodologiquement, c'est très compliqué, parce qu'on arrive à capter des éléments lors des entretiens qu'on ne peut pas capter avec des questionnaires ou avec des carnets d'approvisionnement. Tous ces éléments-là de discours sur l'évitement, etc., en fait, c'est un travail de plusieurs heures avec des personnes, à discuter, avec des fonds de cartes, à dessiner ensemble, etc. Et ça, j'ai pas les capacités humaines de le répliquer sur plusieurs centaines de personnes. C'est un problème humain derrière, hein, mais du coup, voilà, c'est très complémentaire, mais pour les croiser, ça devient complexe. Mais ce serait très bien, j'aimerais beaucoup. Finalement, cartographier l'offre alimentaire, alors j'ai mis des QPV pour le sujet, mais en fait, comme vous avez pu le voir, hein, c'est pas uniquement dans les QPV que se pose cette question-là. Hein. C'est un point de départ intéressant. Et c'est là-dessus que je trouve qu'il est important, enfin en tout cas je souhaite insister, c'est le point de départ. C'est un point de départ, c'est un point de discussion. Et pour les collectivités, pour des chargés de mission, moi avec qui je travaille, c'est OK, on peut travailler avec vous pour cartographier sur votre territoire, il n'y a pas de souci, à condition que votre carte, finalement, ce ne soit pas pour dire « Ok, là, il y a un trou, on va implanter un commerce, et puis voilà, comme ça, c'est fait. » Et on a répondu à une attente, probablement fictive. On va dire « Ok, là, peut-être qu'il faut aller creuser la question, on va aller discuter avec les gens, et ça, on peut travailler. » Parce qu'en plus, les bases de données, on sait très bien qu'elles sont fausses aussi. Il y a des limites, même si on a fait des relevés, il y a des commerces qui ouvrent, qui ferment tous les jours. Et par rapport à toutes ces logiques, les pratiques réelles des gens, c'est insuffisant. Donc on a besoin aussi d'aller au-delà et d'échanger avec les habitants des quartiers. Et donc c'est ça que j'appelle effectivement ce paysage alimentaire. C'est étudier cet ensemble, offre existante, perçue et vécue pour travailler sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, vous allez voir, je ne vais pas être exhaustif, il n'existe pas de compétences spécifiques alimentation. Le fait qu'il n'y ait aucun échelon administratif qui ait cette compétence fait que tout le monde peut s'en saisir, mais personne ne peut vraiment. Plus exactement, les seuls qui en ont légalement, ce serait l'État et l'Union européenne, qui définissent des politiques dessus. L'Union européenne à travers la PAC, et l'État peut rediriger une marge de manœuvre importante, notamment sur les aides de la PAC, la politique agricole commune, mais aussi à travers différents plans, notamment le PNNS, le plan nutrition santé, le plan national nutrition santé, etc. Le PNA, le plan national alimentation. Donc finalement, se saisir de la question alimentaire, c'est une politique volontariste des collectivités, qui a été fortement aidée post-Covid. Il y a eu une manne financière énorme qui est arrivée avec le plan de relance, qui fait que beaucoup de collectivités s'en sont saisies. Avant, on en avait un nombre restreint qui était vraiment sur une politique volontariste. Depuis, il y en a beaucoup qui s'en sont saisies. Certaines, parce qu'effectivement, elles le souhaitaient depuis longtemps, mais elles n'avaient pas les capacités financières de le faire. Et donc là, on leur offrait la possibilité de recruter des chargés de mission pour travailler dessus. D'autres ont profité d'un effet d'aubaine, et du coup, ça n'a pas forcément toujours marché. Mais donc, comme c'est une politique volontariste, ça veut dire qu'on est obligé de se rattacher à d'autres compétences, qui ne sont pas une compétence alimentaire. C'est des outils sur lesquels finalement travaillent les collectivités depuis longtemps. Enfin, c'est presque sans mauvais jeu de mots, c'est leur fonds de commerce. Le foncier, les PLU, c'est un élément crucial pour les collectivités. Donc, la gestion du foncier, donc, pour nous, quand on parle de questions alimentaires, c'est l'accès aux terres pour les agriculteurs, typiquement. L'installation agricole, et du coup aussi réfléchir, quand on parle du PLU et de l'installation, mais c'est aussi quelles autorisations à la construction sur ces zones-là. Typiquement, ça peut être, est-ce que les agriculteurs ont le droit de construire un commerce, un point de vente pour leurs produits? Dans beaucoup de cas, ce n'est pas le cas. Donc ça pose aussi des questions quand il y a des collectivités qui disent nous on veut favoriser la vente directe, mais en même temps tout est fermé pour que les agriculteurs ne puissent pas développer de zones d'espace où ils peuvent vendre leurs produits en vente directe. À la ferme, j'entends. Donc il y a ces questions-là. Et l'autre levier habituel, c'est les cantines scolaires. Alors pour les EPCI communes, interco, on est effectivement sur maternelle élémentaire.
les départements, donc les collèges, et les régions, les lycées. Donc ça, c'est les compétences qu'ont l'habitude d'utiliser les collectivités. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, ou je le montrais, ou du moins j'essayais, il y a beaucoup d'autres questions qui se posent, et finalement, ces deux leviers, ces deux compétences phares des collectivités, elles ne sont pas suffisantes pour traiter ces questions-là, les questions alimentaires dans leur globalité. Et donc, quand on réfléchit à accès à l'alimentation, on est obligé de se poser la question de la planification urbaine, du développement économique, de l'occupation de l'espace public, de la santé, des questions sociales, des questions culturelles, etc. En fait, ça croise beaucoup d'autres thématiques, et c'est ça qui rend la question très riche, très intéressante, mais aussi très compliquée, vu la structure de la majorité des collectivités. Beaucoup sont structurées en silos, qui fait que cette transversalité, lorsqu'il y a un chargé de mission qui est recruté, se retrouve parfois un peu isolé, parce qu'il va être recruté par un service, et du coup, cette action transversale est parfois compliquée à mener. Malgré l'absence de compétences, pour essayer de développer ces politiques-là, on a une démarche institutionnalisée qui s'est mise en place. C'est les projets alimentaires territoriaux. Donc ça date de 2014. Et du coup, l'idée, c'est de faire cette transversalité finalement dans les politiques avec l'objet alimentaire qui devient central. Depuis 2017, on a aussi une reconnaissance officielle des PAT et ça permet de répondre à des appels à projets et donc d'obtenir des fonds pour recruter typiquement des chargés de projet qui font ce travail-là de transversalité. C'est principalement des EPCI qui les ont portés au début, et un peu de communes aussi. Et il y a quelques cas particuliers, notamment des pays qui en portent dans des territoires ruraux. Et maintenant, depuis, on va dire, de toute façon c'est post-Covid, on a une montée en puissance des PAT départementaux. C'est la DRAF qui labellise les PAT, donc il faut faut construire une stratégie politique sur son territoire pour monter ce PAT et répondre à un certain nombre de critères pour être labellisé. Et donc il y a différents stades, hein. Il y a des niveaux 1, des niveaux 2 en fonction de comment on est avancé dans la démarche. Il y en a qui sont plutôt dans une phase prospective et d'autres qui sont beaucoup plus avancés et qui sont opérationnels depuis un certain temps. Mais effectivement, on a des recoupements d'échelons et qui va de pair en fait avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est personne n'a la compétence. Donc du coup, tout le monde peut un peu s'en saisir. Et c'est encouragé aussi par l'État et par beaucoup de monde sur saisissez-vous de la question. Mais du coup, ça pose beaucoup de questions derrière de comment on se coordonne. Il faut refaire écho au numéro, c'est comment on se coordonne là entre différents échelons de collectivités. Dans le PNA, le Plan National Alimentation, on a un axe justice sociale dont il est attendu qu'il soit déployé dans le cadre de ces PAT. Ce qu'on observe, c'est que finalement, il n'est pas structurant dans la majorité des PAT. Et il existe, il est théorique, parfois il est affiché, même souvent il est affiché, mais il n'est pas structurant de la politique. On a un objet qui devient finalement même un objectif, qui est non structurant, mais qui est beaucoup un exercice de communication dans pas mal de situations. Aussi du fait d'une méconnaissance ou d'une difficulté pour les services à travailler sur ces questions-là. Par ailleurs, de la même manière que l'action sociale, c'est quelque chose de compliqué, en tout cas qui est peu pris en charge dans les PAT, la question de l'aménagement et de l'urbanisme, même si je vous ai dit qu'effectivement ça pouvait être un levier intéressant, c'est quelque chose qui n'apparaît pas. Là, autant sur le premier volet, on est sur des choses qui sont quand même affichées, les questions de justice sociale, souvent on a une action phare, autant sur les questions d'aménagement et urbanisme, elles n'existent pas dans la majorité des cas. C'est très très rare. Pour parler d'accessibilité purement physique à l'alimentation, effectivement les collectivités, elles ont principalement, on va dire, deux gros leviers d'action. Agir sur l'environnement, donc environnement alimentaire, hein. Donc l'emplacement des commerces, la diversité des commerces, les prix des produits, le choix des produits vendus. Alors c'est très compliqué parce qu'on rentre dans la liberté du commerce, mais il y a des outils en fait qui le permettent pour plein de choses en fait, sur lesquelles on peut agir, même si ce n'est pas le cas officiellement. Et l'action sur la mobilité, pour le coup, les intercos ont des fortes compétences là-dessus et sur lesquelles elles peuvent intervenir. Donc à Montpellier, pour revenir sur cette métropole-là, on a un PAT, alors ça ne s'appelait pas PAT à l'époque, mais
C'est ça l'idée, hein, qui a commencé donc dès 2014. Et aujourd'hui, autour de la table, on a à peu près tout ce monde-là. Donc P2A, c'est politique agricole, agroécologique et alimentaire, ils ont changé de nom, qui est intégré dans le PCAET. Et dedans, il y a un petit bout qui est la stratégie paysage alimentaire. La PA3M, c'est paysage alimentaire de la métropole montpelliéraine. Donc, toutes ces questions-là, finalement, que nous, on portait en recherche depuis quelques années, ça a fini quand même par percoler aussi au niveau politique local, et avec l'emploi d'une chargée de mission dédiée uniquement à la question des paysages alimentaires et à l'accessibilité à l'alimentation. Ils arrivent à mettre aujourd'hui quand même pas mal de monde autour de la table. Alors, tout le monde n'est pas impliqué du tout de la même manière, on est bien d'accord, hein. Mais depuis 10 ans de travail, on commence à avoir de plus en plus de monde qui se met autour de la table. Et là, récemment, il y a un mois, on a la politique des agents de la politique des transports qui se sont intéressés à la question. Alors, comme dans beaucoup de cas, hein, on est quelqu'un des transports qui est venu parce que lui, ça l'intéressait individuellement. Il avait croisé la personne qui est en charge de la politique alimentaire dans un atelier sur la sécurité sociale de l'alimentation à Montpellier. Et puis, en fait, ils ont discuté. Il s'est dit « Ah, mais il y a un service politique alimentaire à Montpellier. » Ah ben du coup. Et donc, ça permet de commencer à créer de la discussion. Et donc, là, il n'apparaît pas encore, mais je suis sûr qu'il sera là bientôt parce qu'on a pas mal discuté. Il y a un gros travail qui est fait aussi avec d'autres acteurs autour. Alors, les acteurs académiques, hein, moi, mais aussi beaucoup d'autres collègues de la recherche. Et un travail qui commence avec les acteurs économiques privés, qui est parfois très compliqué, parfois très simple, selon, et pour lesquels il est fondamental, effectivement, de réussir à faire le lien préalable avec différents services, parce que, notamment, avoir accès à des échanges avec les GMS ne peut pas se faire sans passer par la DEFCO, les services de développement économique, grande et moyenne surface, désolé. Tout le travail avec la société civile, donc là on a beaucoup d'acteurs associatifs sur le territoire, et les aménageurs, et notamment donc, tout ce qui est bailleurs sociaux, et puis ceux qui sont en charge, la société d'aménagement de la métropole et de la ville. Et donc il y a quand même pas mal de choses qui commencent à être réfléchies, qui commencent à être menées là, dans le cadre de cette politique paysage alimentaire. Donc des réflexions juridiques, je vous parlais tout à l'heure de la régulation des fast-foods, donc ça c'est en projet. Donc j'ai pas de réponse encore. La réglementation de la publicité locale, la préemption commerciale, réfléchir sur les périmètres de sauvegarde et de l'artisanat que peuvent définir les collectivités sur certains secteurs. En l'occurrence, du coup, il y a une réflexion sur un QPV de la ville, qui est Selle-Neuve, à Montpellier, qui est dans quelle mesure on peut utiliser cet outil qui a été pensé pour autre chose à la base, pour l'utiliser pour agir sur l'offre alimentaire locale, notamment, et en l'occurrence là dans un QPV de Montpellier. Et donc il y a une réflexion sur à la fois juridique, mais aussi avec les commerçants, avec les habitants, sur l'intérêt de le faire, les possibilités de le faire, etc. Un travail donc, de structuration des filières. On a un MIN à Montpellier, donc un marché d'intérêt national, donc, qui est un outil dont disposent que les très grosses collectivités pour le coup, mais qui est un outil très puissant pour la structuration des filières et donc permettre de l'approvisionnement local parce que ça permet d'avoir en gros une place de marché. À Montpellier, ils ont mis ce qu'on appelle un carré de producteurs, donc c'est carreau producteur. Donc c'est une zone où en fait tous les producteurs peuvent vendre en direct. Donc ils sont regroupés, donc pour les acheteurs c'est beaucoup plus simple, et pour une collectivité qui veut s'approvisionner, ou une GMS, elle peut s'approvisionner sans avoir besoin d'aller voir 200 producteurs différemment. Donc c'est des outils aussi sur lesquels en fait, la collectivité a la main puisqu'elle est gestionnaire du marché d'intérêt national. Donc conduite des études de marché, la communication évidemment, et partie prenante d'expérimentation citoyenne, et en l'occurrence la SSA, donc la sécurité sociale de l'alimentation. Donc ça, peut-être que certains en ont entendu parler, ça fleurit un peu partout en France en ce moment. Montpellier, c'est, je crois, la plus ancienne, celle qui est la plus avancée dans l'expérimentation. En gros, l'idée, c'est de fonctionner comme une sécurité sociale pour la santé, qu'on connaît. Hein. C'est, on cotise. Alors, dans le cadre de la santé, c'est obligatoire, on n'a pas le choix, on cotise sur nos salaires, etc. Là, on est dans les cadres d'expérimentation. Donc, l'idée, c'est de la cotisation volontaire. Et donc, chacun cotise à hauteur de ses moyens et reçoit la même somme.
Donc là, en l'occurrence, à Montpellier, on cotise entre 1 et 150 euros par mois, et on reçoit 100 euros à dépenser dans des commerces qui sont conventionnés, comme un médecin peut être conventionné. Et donc ça, c'est des questions qui se posent, et donc la collectivité est partie prenante pour voir finalement dans quelle mesure c'est une possibilité d'agir, tester à petite échelle, et donc ça, il y a plusieurs collectivités qui posent ces questions-là, à la fois en milieu urbain et en milieu rural en France. Clairement, l'idée derrière, c'est de faire du lobbying pour que certains espèrent en tout cas que développer une sécurité sociale de l'alimentation comme il y en existe une pour la santé. Vu la conjoncture actuelle, je pense qu'on en est loin, mais en tout cas, c'est des expérimentations qui ont un intérêt aussi pour penser, pour décloisonner finalement des questions d'accès physique, des questions financières, etc. Et des questions de durabilité, puisqu'on a toute la question du conventionnement derrière, et donc qui on conventionne, et donc en fonction de ce qu'il vend comme produit, de où il se fournit, etc. Je voulais juste continuer un peu dans cette logique sur maintenant comment on agit, et faire écho à ce que je disais tout à l'heure sur faut tenir compte des habitants. Un travail qui a été fait, donc là c'est un QPV à Paris aussi, hein. Et donc il y avait eu un travail qui avait été fait sur implanter des commerces dans le secteur, un commerce alimentaire. Sauf que en fait, tout le travail qui a été fait, il a été pensé sous l'angle du développement économique local, et donc l'axe principal et ce qui est regardé, c'est finalement est-ce qu'on a des polarités commerciales intéressantes, est-ce qu'on a une complémentarité des commerces, est-ce qu'ils ne vont pas se faire concurrence, d'une part, et l'autre aspect, c'est est-ce que les habitants de ce quartier ont un pouvoir d'achat cohérent avec ce qu'on veut mettre en face. Est-ce qu'ils ont quand même tenté de mettre en place des instances participatives, donc pour réfléchir sur les besoins dans le quartier. Mais en fait, ce qui se passe, et je pense que vous êtes plus au fait que moi de ça, c'est qui participe à ces instances derrière. Et donc là, typiquement, on a eu dans ces quartiers-là des classes moyennes pour une bonne partie récemment arrivées dans le quartier qui se sont saisies de ces instances et qui, du coup, finalement, le projet qui est développé correspond à l'attente de ces habitants spécifiques, mais pas d'une grande partie des autres habitants du quartier. Et donc, on a des éléments type, alors j'ai repris les termes de Colline Ferrand sur des exotismes qui sont acceptés, donc les stands d'épices sur le marché, etc., qui sont appréciables, ou d'autres, notamment pléthore de boucheries, en l'occurrence de boucheries halal, qui ne sont pas des boucheries traditionnelles, etc., qui posent problème pour une partie de la population. Et du coup, ces participations posent aussi question, parce que là, du coup, on a une part de la population habitante qui est absente, et les commerçants, finalement, qui ne sont pas du tout partie prenante de ces dispositifs. Et derrière, du coup, des projets qui valorisent des choses, la qualité. Alors, une qualité qui correspond à des standards de qualité selon ces groupes de population, qui valorisent la proximité, la diversité de produits. Mais voilà, la diversité de produits et de commerce, c'est toujours de quelle diversité on parle, finalement, derrière. Et donc, qui ne recouvrent pas les mêmes choses selon les individus et qui, derrière, font qu'on a une bonne partie des gens qui sont exclus de ces dispositifs, malgré la volonté initiale d'inclure un maximum de participants. Et donc derrière, le résultat, pour la population, c'est finalement une perception du renforcement du processus de gentrification qui était déjà à l'œuvre dans le quartier et qui s'accentue et qui est perçu tant par les habitants qui n'étaient pas inclus dans les dispositifs de concertation que ceux-mêmes qui étaient inclus et qui regrettent le fait d'avoir été les seuls présents. Donc je vais conclure là-dessus. Sur cartographier l'offre alimentaire, comme je vous disais, pour moi, c'est un point de départ, crucial, mais insuffisant. Et donc, la nécessité d'aller plus loin, travaillant le vécu des habitants, mais en faisant attention aux modalités de participation. Et que l'accès à l'alimentation, son accès, c'est finalement une thématique qui est transversale pour beaucoup, et donc transversale à l'ensemble, quasiment l'ensemble finalement, des acteurs de collectivité. Et à mon sens, les acteurs de la politique de la ville que vous êtes avez plus que toute votre place dans ces dispositifs. Et donc, si les questions vous intéressent et que vous voyez qu'il y a un sujet là-dessus, si vous ne savez pas, allez regarder s'il y a un PAT sur votre territoire et voir si vous ne pouvez pas avoir votre place là-dedans.